Comment exactement les huiles végétales ont-elles réussi à détrôner le gras animal de notre alimentation? Celui qui était auparavant vénéré par les peuples d'autrefois, celui qui était la principale source d'énergie de la race humaine. Un gras créé par la nature que l'être humain consommait depuis des millions d'années. L'histoire que je vais vous raconter est un mélange de mauvaise science et de désinformation qui a eu et qui a encore des conséquences dévastatrices sur la transformation de nos aliments et sur notre santé. C'est une histoire que peu de gens connaissent ici au Québec, une histoire que vous devez connaître et surtout ne jamais oublier. Cette histoire commence à la fin des années 1800. L'industrie du jean prenait de l'ampleur et les plants de coton qu'on utilisait pour la fabrication des jeans produisaient une quantité astronomique de graines. Comme tout bon être humain ne voulant pas gaspiller, il a fallu trouver une utilité à toutes ces graines. Au départ, la compagnie Procter & Gamble a décidé d'utiliser l'huile provenant de celle-ci pour alimenter les lampes à l'huile, fabriquer du savon et des chandelles. Mais avec l'arrivée du pétrole et de l'électricité dans les foyers, la demande de l'huile de coton a diminué drastiquement et la compagnie a dû se trouver une nouvelle façon de rentabiliser cette huile. La suite de cette histoire se passe dans le laboratoire de Wilhelm Norman, un chimiste allemand. Le but de Norman était de trouver un moyen de transformer les huiles liquides en une forme plus stable et solide, et ses expériences se sont avérées être un succès. En 1901, Norman découvrit qu'en utilisant un catalyseur, en chauffant et en ajoutant de l'hydrogène à de l'huile végétale liquide, celle-ci devenait solide et très semblable à la texture du lard. Au moment de ces expériences, il devenait de plus en plus difficile de répondre à la forte demande de graisse animale, telle que le gras de bœuf, le lard et le beurre. Bien qu'il y avait une offre croissante d'huile végétale à bon marché, celle-ci ne se conservait pas longtemps et n'était pas idéale pour la cuisson. Ainsi, lorsque Norman a compris comment transformer cette huile liquide en gras semi-solide stable à la conservation, cela a été une révélation. Celui-ci ne savait pas que sa découverte de ce que nous appelons maintenant les gras trans ouvrirait la voie à une catastrophe mondiale pour la santé. En 1911, après avoir acheté les droits du brevet de Norman aux États-Unis, la compagnie Procter & Gamble a utilisé cette technologie pour créer la première graisse partiellement hydrogénée disponible sur le marché. La compagnie a présenté son nouveau produit qu'elle nomma Crisco, une abréviation pour huile de coton cristallisée, et cela a été salué comme une avancée décisive. Le développement de Crisco a été un succès, mais Procter & Gamble devait encore surmonter un obstacle majeur. Comment convaincre les gens d'abandonner le gras animal honoré par le temps pour ce gras artificiel hautement transformé? Leur stratégie était simple, intelligente et malheureusement trompeuse. Elle viserait les mères de famille qui, à l'époque, effectuaient la majeure partie de la cuisine. Des publicités montrant des mères de famille heureuses préparant des repas ont commencé à apparaître dans les magazines féminins. Crisco a été présenté comme une huile de cuisson saine et meilleure que le beurre. Ce stratagème de marketing a été utilisé pendant des décennies, affirmant que Crisco était facile à digérer, naturel et moins cher que le gras animal. Des médecins et des scientifiques étaient fréquemment utilisés dans les publicités. Ceux-ci laissaient entendre que Crisco aiderait les enfants à devenir forts et heureux. De puissants éléments d'influence sociale ont également été utilisés. Des annonces nous montraient que tout le monde, de la grand-mère au petit-fils, préférait la tarte faite avec du Crisco. Ils ont également distribué gratuitement un livre de recettes contenant 250 recettes qui, naturellement, utilisaient toutes du Crisco. En fait, pour les gens à l'époque, il semblait qu'il n'y avait aucune raison de choisir autre chose que du Crisco. Le marketing de Procter & Gamble a été un succès. 60 millions de livres de Crisco ont été vendus pour la seule année 1916. Les ventes de gras animal ont commencé à diminuer en faveur de l'huile de coton partiellement hydrogénée. La margarine, créée à l'origine à partir de suif de bœuf, est arrivée aux États-Unis depuis la France à la fin du 19e siècle. Au début, la margarine n'était pas si populaire jusqu'à ce que les fabricants ajoutent des huiles végétales au suif de bœuf et à commercialiser ce produit comme une alternative saine au beurre. L'industrie du beurre n'a pas répondu favorablement à cette soudaine popularité. Leurs manifestations ont abouti à des interdictions et à de lourdes taxes sur la production de margarine.
Selon les manifestants, la margarine était une menace pour les fermes laitières américaines traditionnelles et pour le beurre lui-même. Malgré ces interdictions et ces lourdes taxes, l'industrie de la margarine a adopté le processus d'hydrogénation des huiles, éliminant finalement le suif de bœuf au profit d'une formule utilisant seulement de l'huile partiellement hydrogénée. Un problème affectait les ventes de margarine, cela ressemblait à un morceau de cire blanc pâle. Pas exactement l'apparence la plus appétissante. En guise de solution, les fabricants de margarine ont décidé de teindre leurs produits en jaune, tout comme le beurre. L'industrie du beurre a crié au scandale et a demandé à bloquer la margarine artificiellement teintée d'entrer dans l'industrie alimentaire. La pétition a été un succès et il a été interdit aux producteurs de margarine de teindre leurs produits. Pour contrer ce problème, ceux-ci ont décidé de vendre de la margarine avec un paquet de colorants jaunes artificiels qui permettrait aux consommateurs de le faire eux-mêmes. À la grande consternation de l'industrie du beurre, la popularité de la margarine est montée en flèche. La popularité des huiles partiellement hydrogénées a augmenté de manière exponentielle pendant la Grande Dépression et plus tard la Seconde Guerre mondiale. La Grande Dépression, qui a eu lieu entre 1929 et 1939, a été une crise économique qui a entraîné une pauvreté mondiale. Beaucoup de ceux qui utilisaient encore du gras animal dans la cuisine ont été contraints de passer aux huiles végétales partiellement hydrogénées plus abordables. Les choses se sont encore aggravées au début de la Seconde Guerre mondiale. La conservation du gras était maintenant un enjeu et le glycérol, un liquide clair dérivé de la graisse animale, était très demandé pour la fabrication de bombes. Le gouvernement américain a demandé à tous les ménages de donner leur excès de gras animal. Suite à la pénurie et au rationnement requis, les populations du monde entier ont été obligées d'utiliser une huile partiellement hydrogénée. Entre le marketing, la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale, la consommation de gras animal était de plus en plus en baisse. En 1942, Procter & Gamble, voyant l'occasion de propulser son invention bien-aimée encore plus loin sous le feu des projecteurs, a décidé de verser 1,75 million de dollars, équivalent à des dizaines de millions de dollars aujourd'hui, à l'Association américaine du cœur pour un soutien proclamant que Crisco et les huiles polyinsaturées étaient meilleures pour notre santé que le gras animal. L'association a accepté, ce qui leur a permis de passer d'une petite organisation inconnue composée de quelques cardiologues à une organisation nationale extrêmement lucrative. Malheureusement pour nous, c'était aussi le début du mythe que le gras animal était mauvais pour notre santé. En septembre 1955, le président américain Eisenhower a été victime d'une crise cardiaque. The eyes of the nation and the world were focused on Fitzsimmons Army Hospital in Denver, where Major John Eisenhower and White House Press Secretary James Haggerty arrived during the first hours after word that President Dwight D. Eisenhower had suffered a heart attack. C'était la panique et il fallait trouver un coupable, car les crises cardiaques étaient à la hausse dans les années 50. Le président avait fumé 4 paquets de cigarettes par jour, et ce jusqu'en 1949. Avec les connaissances actuelles, sa crise cardiaque avait probablement été provoquée par le tabagisme. Le problème, c'est qu'on engagea un homme pour trouver le coupable de cette épidémie de crise cardiaque. Cet homme s'appelait Ancel Keys. Bizarrement, Ancel n'avait aucune éducation en matière de maladies cardiaques ou en nutrition. Malheureusement, Ancel Keys a décidé de mettre le blâme sur le gras saturé que le gras animal contenait. Cette conclusion provenait de son étude bien connue sous le nom de l'étude des 6 pays. Dans cette étude, on y voyait une corrélation directe entre la consommation de gras animal et les crises cardiaques. Le problème, c'est qu'Ancel Keys avait volontairement retiré les 16 autres pays étudiés qui ne collaient pas à sa théorie. Malgré plusieurs contestations de cette hypothèse hautement controversée et très douteuse, on a fait de lui un héros. Celui-ci est apparu en première page du magazine Time en 1961 pour avoir fait le lien entre les maladies cardiaques, le cholestérol et les gras saturés. Suite à cette conclusion, Ancel Keys et l'Association américaine du cœur ont mis encore plus l'emphase sur l'importance de consommer de l'huile végétale provenant maintenant du maïs et du soya, car celle-ci avait une faible teneur en gras saturés et, encore mieux, elle abaissait aussi le niveau de cholestérol à la grande joie des producteurs d'huile végétale. Malgré la nouvelle trouvaille d'Ancel Keys, le nombre de crises cardiaques a continué d'augmenter. Curieusement, ce nombre a drastiquement diminué quand les gens ont arrêté de fumer suite à la sensibilisation faite par les médias.
À la même époque, en 1957, un biochimiste nommé Fred Kumerow a décidé d'étudier de plus près ces gras trans que tout le monde recommandait. Après tout, des organisations comme l'Association américaine du cœur prétendaient qu'ils étaient meilleurs pour la santé que le beurre ou le lard. Mais d'où venait cette revendication? En réalité, il n'existait que peu de connaissances scientifiques sur la manière dont les gras trans se comportaient dans le corps humain. Pendant les 46 années qui ont suivi la première apparition de Crisco sur le marché, aucune étude clinique sur les gras trans n'avait été réalisée sur les humains. Pourtant, l'industrie des huiles partiellement hydrogénées affirmait depuis longtemps que son produit était plus sain, plus sûr et meilleur pour nous. S'il n'y avait pas eu de recherche à l'appui de cette affirmation, cela signifiait-il que l'ensemble de l'industrie des gras trans n'avait été bâti que sur un tissu de mensonges? Il faut avouer qu'à cette époque, on nous disait que la cigarette était bonne pour nous et que la bière était bénéfique pour les femmes qui allaitaient. Kumerow, qui était chercheur à l'Université de l'Illinois, a réussi à obtenir des échantillons d'autopsie d'individus décédés d'une maladie cardiaque. Ce qu'il a découvert n'était rien d'étonnant. Après avoir examiné les échantillons, il a été capable de localiser du gras trans artificiel tapissant le tissu des cœurs humains. Kumerow a publié cette découverte dans Science, l'une des revues universitaires les plus prestigieuses. Il s'agissait de la première étude clinique publiée sur les gras trans chez l'homme. On pourrait penser que l'étude de Kumerow aurait suscité une discussion importante et un désir de recherche plus poussé sur les gras trans. Au lieu de cela, ses conclusions ont été accueillies avec mépris et on les a mises de côté. Il faut dire que l'industrie du Crisco avait pris le dessus et que cette découverte n'avait pas été très bien accueillie. Mais Kumerow était maintenant déterminé à explorer en profondeur les effets des gras trans, indépendamment de ceux qui s'opposaient à son travail. Cela marquait le début de sa croisade de 56 ans contre les gras trans. Kumerow, qui commençait sa journée en mangeant des œufs cuits dans le beurre avec un verre de lait bien gras, s'efforçait comme il le pouvait de convaincre le monde que les gras trans n'étaient pas aussi bons qu'on le prétendait et que le cholestérol alimentaire n'était pas dangereux. En 1968, Kumerow remarqua que le taux de mortalité par maladie cardiaque augmentait chaque décennie. Mais la bataille contre les autorités de régulation qui défendaient l'utilisation des huiles partiellement hydrogénées sur les graisses animales était rude. Malgré cela, ses recherches se sont poursuivies jusqu'au milieu des années 70. Kumerow a présenté ses conclusions au FTC, Federal Trade Commission, qui, choqués, les ont rejetées sous prétexte que celui-ci était biochimiste et non pas cardiologue. Puis, en 1976, à la grande consternation de Kumerow, la FDA, Food and Drug Administration, a officiellement déterminé qu'il n'y avait aucune preuve suggérant que les gras trans étaient dangereux. Pire encore, les efforts de Kumerow pour faire interdire les gras trans ne sont pas passés inaperçus de tous. L'opinion d'Ann Sulkys a fortement influencé l'Association américaine du cœur, l'Institut national de la santé et divers décideurs gouvernementaux. Le pouvoir et l'influence de Keyes sur les décideurs ont probablement été à l'origine de la perte de financement des chercheurs comme Kumerow s'opposant à sa théorie. Un autre chercheur nommé George Mann avait étudié une tribu surnommée les Maasai. Ceux-ci avaient une alimentation constituée principalement de gras saturés d'origine animale. Ils consommaient quotidiennement de la viande ainsi que du sang et du lait provenant de leurs vaches. Dans ses études, M. Mann avait constaté que ceux-ci jouissaient malgré tout d'une santé hors pair. Malgré tous ces constats, des hommes comme George Mann, Kilmer S. McCauley, John Yotkin et Fred Kumerow font partie des chercheurs qui ont perdu leurs fonds pour appuyer leurs recherches malgré toutes les découvertes pertinentes qu'ils avaient faites. Kumerow, n'ayant d'autre choix que de financer ses études et payer son personnel de sa poche, a quand même poursuivi sa lutte contre les gras trans. Malheureusement pour l'industrie alimentaire et pour notre santé, en 1984, le CSPI, Center for Science in Public Interest, a lancé une énorme campagne contre les gras saturés. Le CSPI a demandé aux entreprises de restauration rapide telles que Burger King et McDonald's d'abandonner le gras de bœuf pour l'huile de soya partiellement hydrogénée dans toutes leurs fritures. En raison des demandes persistantes et publiques du CSPI tout au long des années 80, toutes les grandes chaînes de restauration rapide et les restaurants en général ont retiré le gras de bœuf et le lard qui étaient très stables à la friture et les ont remplacés par de l'huile de soya partiellement hydrogénée.
Par la suite, une autre campagne de la CSPI a convaincu les cinémas américains de passer du beurre et de l'huile de noix de coco aux huiles partiellement hydrogénées pour leur maïs soufflé. Philippe Sokoloff, un multimillionnaire d'Omaha au Nebraska, qui a eu un impact démesuré sur l'industrie alimentaire américaine, a également poussé les entreprises du secteur alimentaire à remplacer les gras saturés par les huiles hydrogénées. Sokoloff n'était ni un scientifique ni un expert du domaine, mais après avoir subi une crise cardiaque presque fatale dans la quarantaine, il s'est donné pour mission à sa retraite d'informer les Américains des supposés dangers des gras saturés. Sa cible n'était pas tant le gras animal, mais plutôt les huiles de noix de coco et de palme largement utilisées par les entreprises du secteur alimentaire. Ces huiles tropicales sont très riches en gras saturés. Pour ceux qui ne le sauraient pas, l'huile de palme et de coco contiennent de 85 à 92 % de gras saturés. Ces chiffres ont fait peur à toute la population d'Amérique du Nord qui était malheureusement déjà convaincue des dangers des gras saturés. Heureusement, la science sur ces huiles a évolué depuis et on sait maintenant que le risque cardiaque qui leur était associé n'avait jamais été réellement prouvé. Sokoloff a fondé un groupe appelé The National Heart Saver Association, fondé avec ses propres millions. À partir de 1988, il a publié une série d'annonces dans les journaux avec des titres alarmants du genre « L'empoisonnement de l'Amérique. Qui empoisonne l'Amérique? Le transformateur de nourriture. En utilisant des gras saturés », déclaraient les annonces. On pouvait aussi y lire « Nous avons contacté tous les principaux fabricants de produits alimentaires en les priant d'arrêter d'utiliser ces ingrédients potentiellement dangereux car ils augmentent le risque de crise cardiaque. » Les dirigeants des compagnies alimentaires, sans surprise, ne répondaient pas à ces appels téléphoniques, alors Sokoloff hérité décida qu'une campagne visant à faire honte publiquement à ses fabricants était sa meilleure option. Après la diffusion des annonces, M. Sokoloff a déclaré que ces appels étaient directement dirigés au vice-président. Plus important encore, les entreprises du secteur alimentaire ont commencé à réagir en remplaçant l'huile de palme contenue dans leurs produits par des gras trans. Lorsque certaines entreprises semblaient traîner les pieds, Sokoloff publiait une autre série de publicités. Il a diffusé des publicités à 3 reprises et à la fin, il ne fait aucun doute que son message a été bien entendu. Les huiles tropicales étaient maintenant considérées à l'échelle nationale comme une menace. Ces publicités, a-t-il dit, ont été mon plus grand triomphe. Vous comprenez maintenant pourquoi plusieurs personnes pensent encore aujourd'hui que les huiles tropicales sont nocives pour notre santé. Ce que notre pauvre M. Sokoloff ne savait pas, c'est que les régimes traditionnels des îles du Pacifique étaient beaucoup plus riches en gras saturés que le régime américain. Voulez-vous savoir quel était le taux de maladie cardiaque sur l'île de Kitava? Selon le groupe du chercheur Stefan Lindeberg, il était nul, bien que ceux-ci consommaient une quantité incroyable de gras saturés avec un régime alimentaire à base de noix de coco. Dans les années 90, le nombre de preuves que les gras trans étaient dangereux pour la santé augmentait drastiquement. Pour défendre leurs produits et prouver que ces preuves étaient fausses, l'industrie des huiles partiellement hydrogénées a dépensé $1 million pour financer sa propre étude. Les résultats étaient tout simplement embarrassants. L'étude de l'industrie, publiée le 4 octobre 2001, a montré que les gras trans augmentaient drastiquement le risque de maladie cardiaque. Avec une quantité impressionnante de preuves contre les gras trans et l'auto-incrimination de l'industrie dans leur propre étude financée, nous serions portés à croire que les gras trans étaient à la fin de leur jour. Et pourtant, la FDA n'a pas bougé avant 2003. Et au lieu d'interdire carrément les gras trans comme le Danemark l'avait fait, la FDA a choisi de faire respecter les exigences en matière d'étiquetage à partir de 2006. Les fabricants étaient tenus d'indiquer la teneur en gras trans sur les étiquettes nutritionnelles de leurs aliments, mais elles n'avaient pas indiqué la teneur en gras trans si celle-ci était moindre que 0,5 g par portion. C'était problématique de 2 façons. Premièrement, la plupart des gens ne lisent pas les étiquettes nutritionnelles. Deuxièmement, il était encore très facile de consommer des quantités dangereuses de gras trans. Au départ, la FDA a fait la demande aux compagnies de réduire au maximum l'apport en gras trans dans leurs produits. Cela a toutefois été retiré par la suite car la FDA a déclaré avoir reçu des commentaires très négatifs de la part des compagnies à ce sujet. Il est intéressant de noter que la FDA était plus préoccupée par la réaction de l'industrie des gras trans que par le risque de maladie cardiaque de la population. Alors que les recherches reliant les gras trans aux maladies cardiaques étaient maintenant concluantes, Fred Kummerow a décidé de soumettre une pétition à la FDA en 2009 exigeant qu'elle interdise les gras trans. La FDA n'a jamais répondu malgré les preuves irréfutables prouvant clairement leur tort. Enfin, à l'âge de 99 ans en 2013, Kummerow a poursuivi la FDA en justice, les incitant à immédiatement publier un communiqué de presse annonçant l'interdiction des gras trans dans l'approvisionnement alimentaire.
Cependant, elle ne les a pas encore totalement interdits et les entreprises ont bénéficié d'un délai de grâce de 5 ans pour éliminer les gras trans des aliments. C'était une victoire après 56 ans d'efforts pour Fred Kumerow, qui est décédé à sa résidence à l'âge de 102 ans. Pourquoi la FDA a-t-elle choisi d'attendre pour interdire les gras trans? Si elle les avait rapidement interdits, comme beaucoup d'autres pays avaient choisi de le faire, davantage de vies auraient pu être sauvées. En fait, les experts estiment que les gras trans ont été responsables de près de 100 000 décès par année. Si cette estimation est exacte, le retard de bannir les gras trans par la FDA a pu entraîner la mort de millions de personnes. Et ceci est juste au cours des 2 dernières décennies. Combien ont perdu la vie depuis 1911, année où l'huile partiellement hydrogénée a été introduite sur le marché? Ce nombre de morts pourrait très bien s'ajouter à l'une des plus grandes catastrophes de notre histoire. Maintenant, l'industrie des gras trans et notre gouvernement sont en train de balayer ce type de gras sous le tapis. Santé Canada a finalement annoncé l'interdiction officielle des gras trans le 17 septembre 2018. Curieusement, la majorité des gens ne sont absolument pas conscients des ravages que les gras trans ont causés lors de leur règne de 107 ans. Ceci est une leçon que nous devrions tous prendre en note. Soyez prudents lorsque vous transformez la nourriture provenant de la nature. Suite à l'interdiction des gras trans, le problème fondamental rencontré par l'industrie était qu'elle n'avait plus d'options de gras solides à utiliser dans ses produits. Elle ne pouvait pas revenir aux gras saturés d'origine animale ou végétale, car après des décennies de désinformation, la majorité des gens évitaient maintenant ceux-ci comme la peste. La seule solution de remplacement des gras trans était d'utiliser des huiles végétales sans hydrogénation, et sans ce procédé d'hydrogénation, celle-ci était probablement aussi dangereuse pour notre santé que les huiles partiellement hydrogénées. Pour comprendre l'impact négatif que les huiles végétales ont sur le corps humain, il faut savoir comment elles se comportent dans notre organisme une fois celles-ci absorbées. Alors sans aller trop loin dans la biochimie, je vais tenter de vous expliquer la science derrière les différents types de gras. Les acides gras ont soit des doubles ou des simples liaisons entre leurs molécules de carbone. Les gras saturés sont constitués de simples liaisons. Ceux-ci sont saturés en hydrogène. Les gras monoinsaturés ont une seule double liaison, d'où le nom mono, ce qui leur donne une certaine flexibilité à la température ambiante et c'est pourquoi ils forment une huile contrairement à un gras solide. Et puis, les gras polyinsaturés ont plusieurs liaisons insaturées ou double liaisons et c'est la raison pour laquelle on les appelle polyinsaturés. Cette particularité les rend très fragiles à l'oxydation quand ils sont en contact avec l'oxygène, le métal, la lumière et la chaleur, et ce, même avec les meilleurs procédés d'extraction. L'avantage des autres gras comme les gras saturés et monoinsaturés, c'est qu'ils sont beaucoup plus stables. Ils ne s'endommagent pas facilement au contact de la chaleur, surtout les gras saturés, et encore moins au contact de l'oxygène. En résumé, c'est cette oxydation que l'on veut éviter, car une huile oxydée cause beaucoup de dommages une fois absorbée dans le corps humain. En passant, tous les gras que nous mangeons sont une combinaison d'acides gras saturés, monoinsaturés et polyinsaturés, car les différents types de gras voyagent toujours ensemble. Aucun gras n'est entièrement saturé ou insaturé. Il est important de noter qu'il y a des gras saturés dans tous les aliments qui contiennent du gras, et si ceux-ci causaient les crises cardiaques, nous serions tous morts depuis bien longtemps. Il est très naturel et facile d'obtenir du beurre à partir de la crème ou de l'huile à partir des olives, mais vous ne pouvez pas produire un gallon d'huile de soya ou de canola sans un équipement de plusieurs millions de dollars et une grande usine. Les technologies précises utilisées et l'ordre dans lequel elles sont appliquées peuvent différer d'un fabricant à l'autre, mais je vais vous donner un aperçu général du degré de mécanisation et de manipulation nécessaire pour produire de l'huile végétale. Premièrement, pour extraire de grandes quantités d'huile du soya, du canola ou des grains de maïs qui ne sont pas très gras à l'origine, des quantités de chaleur et de pression exceptionnelles sont appliquées, ce qui détruit la majorité de leurs nutriments. Ensuite, on utilise un type d'extraction par solvant et celui-ci n'est définitivement pas l'idéal pour notre santé. Les matières contenant de l'huile sont broyées, cuites à la vapeur puis mélangées dans un solvant à base de pétrole qui se dissout dans les huiles en laissant un résidu sec.
Ensuite, ce solvant est séparé des huiles. Cette méthode est utilisée universellement par les grandes entreprises de transformation des huiles car elle produit plus d'huile plus rapidement et à moindre coût. Les solvants les plus couramment utilisés sont le pentane, l'heptane, l'hexane et l'octane. Un autre solvant utilisé est le trichloréthylène synthétique. Vous connaissez probablement certains d'entre eux car ceux-ci sont généralement présents dans l'essence. Le solvant le plus utilisé est l'hexane. Les grands transformateurs et distributeurs d'huile végétale nous disent que la quantité de solvant qui reste dans les huiles est très minime. Si vous voulez mon avis, la quantité de solvant de pétrole qui devrait pénétrer dans notre organisme est de 0%. Pour terminer, on chauffe ces huiles à nouveau pour les clarifier, les blanchir et les désodoriser avant leur mise en bouteille, sinon celles-ci auraient une odeur, un goût et une couleur à vous faire vomir. Ensuite, elles sont embouteillées dans des bouteilles en plastique transparent et étalées sur les étagères des épiceries où elles sont exposées à une lumière vive presque jour et nuit. Ces huiles fragiles sont exposées au trio dommageable de chaleur, de lumière et d'air plusieurs fois avant même d'arriver au magasin, sans parler de leur utilisation lorsqu'elles sont chauffées dans les restaurants ou lorsque vous les utilisez pour cuisiner à la maison. Si vous vous interrogez à propos de l'huile d'olive, laissez-moi vous rassurer. Celle-ci est principalement monoinsaturée avec seulement une très petite portion d'acide gras polyinsaturé. Elle est donc sans danger pour la cuisson à moins qu'elle soit raffinée, car sa teneur naturelle en polyphénol la protège de l'oxydation. Ces types d'huiles ont été surnommées huiles végétales, mais celles-ci proviennent de céréales, de fèves et de graines telles que le maïs, le soya, le canola, le cartame et le tournesol. Ce n'est pas exactement ce que vous imaginez en entendant le mot légume, pas vrai? Avez-vous déjà entendu parler de l'huile de brocoli ou de l'huile d'aubergine? Pour ces raisons, ces huiles sont souvent appelées huiles de graines industrielles. En suivant scrupuleusement les recommandations du gouvernement pour un régime alimentaire sain et peut-être dans le but spécifique de réduire votre risque de maladie cardiaque, vous avez probablement cessé d'acheter du beurre et du bacon ou de cuire vos aliments dans du lard et du suif comme on le faisait à l'époque. Le problème, c'est que nous consommons actuellement entre 7 et 8 % de nos calories totales provenant de ce qu'on appelle l'acide linoléique ou oméga 6, une première dans l'histoire de l'humanité. N'oubliez pas qu'en raison de la mécanisation industrielle requise pour extraire les huiles de graines, celle-ci ne faisait pas partie du régime alimentaire de nos ancêtres. C'est donc un peu bizarre que des organismes gouvernementaux, des médecins et des diététiciens conseillent d'utiliser ces huiles plutôt que les autres gras. Après tout, les gens avaient consommé des gras saturés depuis des siècles sans avoir les taux de maladie cardiaque que nous avons aujourd'hui. Un neurobiologiste et chercheur en obésité, Stéphane Gouillonnet, a étudié la tendance inquiétante de notre surconsommation d'huile végétale. Celui-ci a mis ses ressources en commun avec une co-chercheure nommée Susan Carson. Nos deux amis ont découvert qu'au cours des 50 dernières années, la concentration d'acide linoléique dans les tissus adipeux chez les adultes américains avait grimpé de 136 %. Leurs recherches ont retenu les critères de 37 études réalisées entre 1960 et 2010 qui ont mis en évidence la trajectoire constante durant ces 5 décennies et qui se poursuit encore de nos jours. Ils ont également constaté une forte corrélation entre la quantité d'acide linoléique que nous consommons et la quantité d'acide linoléique dans nos tissus adipeux. Cela signifie que lorsqu'on fait une biopsie du tissu adipeux, le gras corporel de la plupart des gens d'aujourd'hui, ce tissu est composé d'un type de gras beaucoup plus liquide qu'à l'époque où nous utilisions du gras saturé. Malheureusement, ce nouveau type de gras est plus difficile à perdre. Celui-ci a une durée de vie de 2 ans en moyenne et pendant tout ce temps, il cause beaucoup de dommages et d'inflammations dans le corps humain. Dans un monde idéal, on ne devrait jamais consommer d'huile végétale et encore moins cuire ou frire des aliments dans celle-ci. Le pire dans tout ça, c'est que tous les restaurants utilisent l'huile végétale pour la cuisson ou la friture et la majorité des laits végétaux, les croustilles, le pain, la pizza, les sauces, les vinaigrettes, les desserts et les marinades contiennent de l'huile végétale. Le problème majeur, c'est lorsque ces huiles sont chauffées, celles-ci créent des produits de dégradation toxique. L'un de ces produits est un composé appelé aldéhyde qui, en endommageant l'ADN, est directement lié au cancer. Comme vous le savez maintenant, les huiles végétales s'oxydent facilement et la chaleur accélère la réaction, en particulier si elles sont chauffées pendant plusieurs heures, comme cela se produit généralement lorsqu'elles sont utilisées dans les fritures des restaurants. L'acide gras linoléique dans ces huiles déclenche une chaîne de réactions qui fait boule de neige. Il se dégrade en produits d'oxydation tels que des radicaux libres, des triglycérides dégradés et autres.
Selon des récentes études, il semble que l'impact de ces produits d'oxydation est très important lorsqu'ils sont consommés et digérés. Des chimistes spécialisés sur le sujet ont fait la découverte de ces composés au milieu des années 40 lorsque les huiles végétales ont commencé à être largement utilisées. Ceux-ci ont publié de nombreux ouvrages montrant que l'huile de lin chauffée, l'huile de maïs et surtout l'huile de soya étaient toxiques pour les rats. Suite à la consommation de ces huiles, ceux-ci souffraient de diarrhée, subissaient un gonflement du foie, des ulcères gastriques, des lésions cardiaques et mouraient prématurément. On pourrait penser que ces premiers résultats inquiétants auraient généré beaucoup plus de recherches et de discussions, d'autant plus que l'Association américaine du cœur a commencé à recommander ces huiles polyinsaturées au public en 1961. Toutefois, l'un des seuls chercheurs américains à avoir averti les autorités de ne pas utiliser ces huiles est le chimiste Dunham Harmon, un des fondateurs de l'hypothèse selon laquelle les radicaux libres sont à l'origine du vieillissement. La littérature scientifique sur les effets négatifs de ces produits d'oxydation est suffisamment convaincante, écrit Harmon en 1957 dans une lettre à la revue scientifique médicale appelée The Lancet. Dans cette lettre, on pouvait y lire « L'enthousiasme actuel pour ces huiles non saturées devrait être freiné dans l'attente d'une étude supplémentaire sur les éventuels effets néfastes sur la santé de ce changement alimentaire. » Un pathologiste de l'Université Columbia a également signalé que les rats nourris avec des huiles végétales chauffées subissaient des lésions au foie et au cœur par rapport aux rats nourris au gras de bœuf, au lard, au beurre et au gras de poulet qui ne présentaient pas de tels dommages. Malheureusement, la majorité des chercheurs en matière de régime de gras et de maladies se concentrent presque exclusivement sur le fameux cholestérol, cette molécule indispensable à la vie. Un des principaux composés qui aident nos vaisseaux sanguins à se dilater est l'oxyde nitrique. En plus de simplement dire à nos artères de se dilater, l'oxyde nitrique peut également aider à prévenir la formation de caillots et de plaques athérosclérotiques. C'est quoi le rapport avec le type de gras que vous consommez? Comme nous en avons discuté, les acides gras oméga 6 tels que l'acide linoléique sont très sensibles à l'oxydation. L'acide linoléique oxydé et endommagé déclenche une cascade qui aboutit à une réduction de la synthèse d'oxyde nitrique. Une diminution d'oxyde nitrique va entraîner une pression artérielle plus élevée. Cependant, il est important de noter que cela ne s'applique pas aux oméga 6 présents dans leur état naturel, tels que les noix, les graines ou le poisson. Ceux-ci sont protégés de l'oxydation grâce à leurs écailles ou leur peau, qui vont leur servir d'enveloppe protectrice. Avouez que la nature fait bien les choses. Un groupe de chercheurs de l'Université de Sienne en Italie a identifié un agent particulièrement toxique, le 4-hydroxynonenal, que je vais appeler HNE, produit lors du processus d'oxydation des huiles végétales. Celui-ci est un aldéhyde qu'un biochimiste autrichien, Hermann Esterbauer, a découvert en 1964 dans la catégorie des produits de peroxydation. Et c'est en 1991 que celui-ci a fait le point sur ses recherches. Son compte-rendu est franchement un peu terrifiant à lire. Esterbauer prouve que les aldéhydes sont très réactifs chimiquement et que ceux-ci provoquent une mort cellulaire rapide en interférant avec l'ADN et l'ARN et en perturbant le fonctionnement cellulaire de base. Esterbauer énumère méticuleusement toutes les recherches à ce jour montrant que les aldéhydes causent un stress oxydatif extrême à tous les types de tissus du corps humain. Selon lui, ces nombreux effets délétères sur la santé sont tous susceptibles de se produire à des quantités normalement consommées par l'homme. La raison pour laquelle les aldéhydes n'étaient pas davantage étudiés jusqu'à récemment est qu'ils étaient difficiles à mesurer. Les chercheurs ne savaient donc pas qu'ils étaient présents en si grande quantité. Ainsi, on a pu montrer que ces aldéhydes étaient produits par une gamme d'huiles végétales à des températures bien inférieures à celles utilisées régulièrement pour la friture et bien avant que les huiles ne commencent à fumer ou à sentir. Malheureusement, de nombreux produits d'oxydation, y compris les HNE, ne sont pas détectés par les tests standards que les restaurants utilisent pour contrôler leurs huiles. L'un des projets récents d'un autre chercheur, une biochimiste d'origine hongroise, consistait à acheter des frites dans 6 restaurants de restauration rapide et de tester le niveau d'aldéhyde contenu dans celles-ci. Notre biochimiste a rapidement découvert qu'il était facile de manger beaucoup de ces composés toxiques, et ce, même dans aussi peu que 100 grammes de frites. La prolifération de la recherche a principalement eu lieu en Europe au cours de la dernière décennie. Selon Giuseppe Poli, biochimiste à l'Université de Turin, cofondateur en 2002 du Club international des HNE, les preuves les plus solides témoignent désormais du rôle des HNE dans la lutte contre l'athérosclérose.
Les HNE entraînent l'oxydation du cholestérol appelé LDL, ce qui est très nocif pour notre santé. Les preuves impliquant les HNE dans le développement de maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer sont également de plus en plus solides, dit-il. De plus, les HNE créent de manière si fiable le stress oxydatif dans le corps humain qu'ils sont utilisés comme marqueurs formels du processus. Ce type de stress a été observé lors d'une expérience menée sur des souris nourries avec un type d'aldéhyde appelé acroléine. Celui-ci a été appelé ainsi dû à son odeur âcre produite par les huiles surchauffées. Nous retrouvons également cet aldéhyde dans la fumée de cigarettes. L'effet sur les souris nourries à l'acroléine est incroyable. Elles subissent des lésions du tractus gastro-intestinal ainsi qu'une augmentation dramatique des marqueurs de l'inflammation. Le physiologiste cardiovasculaire qui a effectué ce travail prétend qu'il était abasourdi de constater que la dose requise pour provoquer une version de cette réponse était tout à fait possible à partir des niveaux d'acroléine habituellement consommés quotidiennement, en particulier chez les enfants et chez les gens qui mangent des aliments frits. Juste pour vous donner une idée, le niveau d'acroléine retrouvé dans 154 g de croustilles frites dans l'huile végétale équivaut à la consommation de 25 cigarettes. À Londres, une équipe de chercheurs a tenté à plusieurs reprises d'alerter les gens sur le problème par le biais des médias et de conférences professionnelles. L'équipe a écrit à la revue Food Chemistry en 1999 une lettre intitulée « Avertissement, les gras polyinsaturés soumis à des contraintes thermiques nuisent à la santé », suivi d'un document visant à alerter le secteur de la restauration des problèmes de santé reliés à ceux-ci. Malheureusement, les gens informés y portent peu d'intérêt. Le problème, c'est que les biologistes et les biochimistes n'ont pas de pouvoir sur les formulations de politiques en matière de nutrition. Tous les fondateurs du club des HNE sont très préoccupés par l'utilisation croissante d'huile liquide dans les restaurants. Toutefois, on leur répond toujours que l'industrie ne peut rien faire contre la production d'aldéhyde dans ces huiles. Le cofondateur du club des HNE a déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi les experts en nutrition étaient si préoccupés par le cholestérol, une molécule vitale pour de nombreuses fonctions biologiques fondamentales du corps, tout en ignorant ces HNE des molécules potentiellement meurtrières. Il a maintenant été prouvé que l'huile végétale provoque un stress oxydatif dans tout le corps humain, ce qui endommage entre autres les artères et les membranes cérébrales. Nous avons vu dans les recherches sur l'Alzheimer que les médecins constatent toujours la présence d'un certain type de plaque qu'on appelle plaque amyloïde. On fait maintenant de plus en plus de liens entre la consommation d'huile végétale et le sucre bien entendu, et la production de ces plaques et les maladies mentales. Dans son livre intitulé Deep Nutrition, une biochimiste nous explique pourquoi l'huile végétale est la toxine parfaite pour détruire notre cerveau. Les huiles végétales provoquent une surcharge de réactions oxydatives à l'intérieur de la cellule, conduisant à l'accumulation de déchets intracellulaires. Lorsque cela affecte notre matière blanche, nous perdons notre mobilité. Lorsque cela affecte notre matière grise, nous perdons notre personnalité et nos liens avec le monde en développant entre autres des problèmes de dépression, d'attention, d'anxiété ou d'Alzheimer. Ces problèmes vous disent quelque chose? En bref, comme pour les gras trans à l'époque, la FDA dit qu'il n'y a pas encore assez de preuves pour réagir. Malgré tout, elle continue à étudier d'autres composés étranges qui apparaissent dans les huiles végétales au cours de leur transformation. Les diols de monochloropropane et les esters de glycidol. Ces composés toxiques sont également produits par les huiles chauffées et ont été ciblés par l'Autorité européenne de la sécurité des aliments, car ceux-ci sont soupçonnés de causer entre autres des maladies du rein et ont un potentiel cancérigène. Heureusement, on les retrouve dans les huiles chauffées, mais seulement en quantité infime. Maintenant, passons au Japon. L'île d'Okinawa est l'une des régions qui présente l'un des taux d'espérance de vie les plus élevés du monde. À l'époque, leur taux de mortalité par accident vasculaire cérébral, maladie cardiaque et cancer était très faible. Ceux-ci utilisaient le gras d'origine animale, surtout le lard, pour la cuisson. Mais dans les années 90, les gens d'Okinawa, malgré leur santé et leur longévité exceptionnelle, ont décidé de mettre de côté les gras saturés et les ont remplacés par des huiles végétales, comme nous le recommande Santé Canada. Un chercheur japonais a observé que les taux de coronaropathie, de pneumonie, de bronchite et de cancer du poumon ont tous augmenté avec la modification du ratio oméga-6-oméga-3 dans leur alimentation. La saturation du régime alimentaire en huile végétale riche en oméga-6 a certainement eu des conséquences néfastes sur cette population qui détenait le record mondial de la longévité. Dans les années 90, les hommes d'Okinawa étaient passés du premier rang à la 5e place en termes de longévité chez les Japonais. Dans la même année,
Alors que le taux de décès chez les hommes de plus de 70 ans, toutes causes confondues, était le plus faible, chez les hommes de moins de 50 ans, la mortalité toutes causes confondues était maintenant la plus élevée. En d'autres termes, la génération la plus âgée d'Okinawa qui avait principalement consommé un faible ratio oméga-6 oméga-3 semblait protégée, tandis que la plus jeune qui avait consommé majoritairement un régime riche en huile végétale payait le prix avec une durée de vie beaucoup plus courte. Le pire dans tout ça, c'est qu'on a remarqué le même phénomène en Inde ainsi qu'au Groenland. Une autre enquête qui avait été réalisée par le Dr Malhotra sur le lien entre les maladies cardiaques et le comportement alimentaire des populations ferroviaires en Inde nous en apprend beaucoup plus sur les dangers des huiles de graines. Dans son étude, qui est l'une des plus grandes études épidémiologiques à ce jour, les Indiens du Sud consommaient en grande partie des huiles de graines contenant jusqu'à 45% de gras polyinsaturés, alors que le ghee et les autres matières grasses laitières consommées par les Indiens du Nord ne contenaient que 2% de gras polyinsaturés. Cette étude a démontré dans un article du British Heart Journal de 1967 que le taux de maladie cardiaque était 7 à 15 fois plus élevé chez les Indiens du Sud par rapport à ceux du Nord. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'apport en gras des Indiens du Nord était de 8 à 19 fois plus élevé que celui des Indiens du Sud, et celui-ci était principalement d'origine animale. Les acides gras oméga-6 et oméga-3 fonctionnent d'une façon assez particulière. Plus votre régime alimentaire est riche en oméga-6, plus il est difficile d'obtenir les effets bénéfiques des oméga-3. Et comme vous le savez maintenant, notre régime alimentaire moderne est chargé en oméga-6. Avec leur consommation plus faible d'oméga-6 et beaucoup plus élevée d'oméga-3, nos ancêtres avaient un ratio de ces gras bien différent que la majorité des gens d'aujourd'hui. Si nous examinions le ratio oméga-6 oméga-3 sur lequel l'espèce humaine a évolué, celui-ci aurait été très bas. Un ratio qui était autour de 2:1 à 4:1, mais nous consommons maintenant 15 à 20 fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3. En plus d'être inondé de sucre bon marché et de glucides raffinés, cette explosion d'apport en oméga-6 à partir d'huile de graines transformées est probablement le changement le plus radical dans notre alimentation depuis l'avènement de l'agriculture. Quand on voit les choses de cette façon, il n'est pas étonnant que tant de gens souffrent de maladies chroniques. D'innombrables études montrent que cette importante carence en oméga-3 est en partie responsable de l'incidence croissante des maladies cardiovasculaires, des maladies inflammatoires, des troubles mentaux et psychiatriques et d'un neurodéveloppement sous-optimal. Les oméga-3 se trouvent principalement dans le poisson, les fruits de mer et les algues marines, mais on les retrouve aussi dans les produits laitiers, la viande provenant d'animaux nourris à l'herbe ou sauvage et les œufs. Malheureusement, ceux-ci n'auront pas d'effet positif sur votre santé globale si vous consommez trop d'oméga-6, comme c'est le cas chez la majorité de la population actuelle. Ce qui est le plus troublant, c'est qu'une étude récente nous a indiqué que le taux d'acide docosahexaénoïque et icosapentaénoïque présent dans les oméga-3 était en corrélation directe avec la grosseur de notre cerveau et de notre hippocampe, une structure cérébrale essentielle à la mémoire. Il ne faut pas se demander pourquoi nous avons une épidémie de déficit d'attention et d'Alzheimer. D'ailleurs, le statut d'oméga-3 chez les nouveau-nés est beaucoup plus faible chez ceux qui reçoivent des préparations qui sont souvent pauvres en oméga-3 et riches en oméga-6 versus ceux qui reçoivent du lait maternel. Car oui, mesdames, votre lait est une excellente source d'oméga-3, surtout si votre consommation est adéquate en oméga-3 et faible en oméga-6. Il est important de comprendre que l'acide linoléique est un acide gras essentiel. Utilisé dans un contexte nutritionnel, essentiel signifie que quelque chose remplit une fonction biologique indispensable et que vous ne pouvez pas le synthétiser dans votre corps. Vous devez donc l'obtenir à partir de votre régime alimentaire. Ce n'est pas que l'acide linoléique est mauvais. Vous en avez réellement besoin, mais seulement en petite quantité. Les choses tournent mal lorsque vous en avez trop par rapport aux oméga-3 et aussi lorsque sa molécule est endommagée. Pour terminer sur le sujet du ratio oméga-6-oméga-3, on a vu dans les médias en 2018 que des études avaient récemment conclu que les acides gras oméga-3 n'avaient aucun impact sur certains processus pathologiques causés par l'inflammation. Malheureusement, ceux qui ont interprété les résultats de ces études ont ignoré l'excès d'oméga-6 dans l'alimentation des sujets. Ce n'est pas que les oméga-3 ne servent à rien, bien au contraire, c'est qu'il leur est presque impossible de faire la différence contre la surabondance d'oméga-6 contre laquelle ils doivent travailler. Afin de compenser pour le nombre astronomique d'oméga-6 qui constitue la plupart des régimes alimentaires actuels, les études devraient utiliser de 3 à 4 grammes d'oméga-3. Mais la plupart des études récentes utilisent environ 1 gramme ou moins.
En revanche, les plus vieilles études qui avaient été effectuées en Italie et au Japon, à une époque où le ratio oméga-6 oméga-3 était beaucoup plus équilibré, les oméga-3 obtenaient des résultats bien différents. Le dernier problème majeur que j'aimerais aborder à propos des huiles végétales est que la majorité de celles-ci sont conçues à partir d'organismes génétiquement modifiés. La production de canola, de soya, de tournesol, de cartame et de maïs augmentant de manière exponentielle, les producteurs avaient besoin de moyens de protéger leur culture. Dans les années 90, le géant agricole Monsanto a mis au point des plantes de canola, de soya et de maïs Roundup Ready. Celles-ci ont été modifiées pour tolérer le glyphosate, l'ingrédient actif de l'herbicide bien connu sous le nom de Roundup. Cela signifiait que les agriculteurs pourraient asperger leur culture génétiquement modifiée avec du glyphosate pour éliminer les mauvaises herbes sans nuire à celles-ci. Malheureusement, nous retrouvons une certaine quantité d'herbicides dont le fameux Roundup dans le soya, le maïs, le canola, etc. et donc dans la majorité des huiles végétales. Bayer, une société allemande de produits pharmaceutiques et chimiques, a officiellement acquis Monsanto pour 66 milliards de dollars. Ceci fait de Bayer la plus grande entreprise de semences et de produits agrochimiques du monde. Comprenez bien que la compagnie Bayer reçoit tous les profits de la vente des semences de soya, de canola, de maïs, etc., en plus des profits des millions de tonnes de pesticides et d'herbicides qu'on utilise sur ces cultures. Alors disons que la fin des huiles végétales n'est pas pour demain. Pendant ce temps, l'Association américaine du cœur continue de nous dire que l'huile de coco est nocive pour notre santé. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2017, on apprenait que pour chaque sac de semences de soya vendu, la compagnie Bayer verse 5 cents à l'Association américaine du cœur pour un don total maximum de 500 000 $. Ce genre de lobby encourage les associations à faire de la publicité pour l'huile de soya et à salir la réputation de l'huile de coco qui reprend de plus en plus de place dans le marché des huiles ces dernières années. Maintenant, en 2016, une étude vieille de 4 décennies, découverte dans un sous-sol poussiéreux, a soulevé de nouvelles questions sur les conseils alimentaires établis depuis une cinquantaine d'années. Cette étude, connue sous le nom d'expérience coronarienne du Minnesota, était un essai clinique contrôlé majeur qui avait été mené de 1968 à 1973. Celui-ci portait sur l'alimentation de plus de 9000 personnes. Au cours de l'étude, les chercheurs ont été en mesure de réglementer étroitement les régimes alimentaires. La moitié des sujets avaient été nourris avec des repas riches en gras saturés provenant du lait, du fromage et du bœuf. L'autre groupe avait suivi un régime dans lequel une grande partie des gras saturés avait été remplacée par de l'huile de maïs, une huile non saturée qui est encore utilisée dans de nombreux aliments transformés d'aujourd'hui. L'étude visait à démontrer que le fait de retirer les gras saturés de l'alimentation des gens et de les remplacer par de l'huile végétale les protégerait des maladies cardiaques et réduirait leur taux de mortalité. Bien qu'il s'agissait de l'un des plus grands essais cliniques contrôlés en matière d'alimentation, les données n'avaient jamais été révélées et complètement analysées. Quand on connaît les résultats de cette étude, on comprend rapidement pourquoi on avait cherché à les cacher. Un enquêteur médical aux Instituts américains de la santé a appris l'existence de cette étude. Intrigué, il a contacté l'Université du Minnesota dans l'espoir d'examiner les données non publiées. Cette étude avait été dirigée par le Dr. Evan Franz. Le Dr. Franz, décédé en 2009, était un scientifique éminent de l'Université du Minnesota où il avait étudié le lien entre les gras saturés et les maladies cardiaques. Un de ses plus proches collègues ayant aussi travaillé sur cette étude était Ancel Keys. Et oui, vous commencez à comprendre. Vous voulez savoir les résultats? Les résultats de l'étude sont les suivants. Les participants ayant suivi un régime pauvre en gras saturés et enrichi en huile de maïs ont réduit leur cholestérol de 14 % en moyenne contre seulement 1 % dans le groupe témoin. Mais le régime à faible teneur en gras saturés n'a pas réduit le taux de mortalité. En fait, l'étude a révélé que plus la baisse de cholestérol était importante, plus le risque de décès était élevé. Pour déterminer si les nouvelles découvertes étaient un coup de chance, notre cher enquêteur et ses collègues ont analysé 4 essais rigoureux similaires qui ont testé les effets du remplacement des gras saturés par des huiles végétales riches en acide linoléique. Ceux-là aussi n'ont montré aucune réduction de la mortalité par maladie cardiaque. On pourrait s'attendre à ce que plus vous réduisez le taux de cholestérol, meilleur sera le résultat, a déclaré l'enquêteur. Mais l'association opposée a plutôt été trouvée. Le plus grand taux d'abaissement du cholestérol était associé à un risque de décès plus élevé. La conclusion de cette étude se lit comme suit.
Les données disponibles provenant d'essais contrôlés randomisés montrent que le remplacement des gras saturés par de l'huile végétale dans le régime alimentaire réduit effectivement le cholestérol sérique. Mais celle-ci ne supporte pas l'hypothèse que cela se traduit par un risque de décès par des maladies coronariennes moindres ou par toutes causes confondues. Les résultats de l'expérience coronarienne du Minnesota s'ajoutent aux preuves croissantes qu'une publication incomplète a contribué à surestimer les avantages du remplacement des gras saturés par des huiles végétales riches en acide linoléique. Alors que de grands spécialistes de la nutrition prétendent encore que la cuisson avec des huiles végétales au lieu du beurre améliore le taux de cholestérol et donc prévient les maladies cardiaques, de plus en plus d'études nous montrent que des niveaux élevés d'oméga 6 peuvent simultanément favoriser l'inflammation. Le plus gros problème n'est pas le niveau de cholestérol, mais bien le niveau d'oxydation du cholestérol. Un cholestérol oxydé est très néfaste pour notre santé et les huiles végétales sont les principales responsables de l'oxydation de notre cholestérol. En 2013, le même enquêteur et ses collègues ont publié un deuxième article controversé sur un autre grand essai clinique, la Sydney Heart Study, qui avait été menée en Australie dans les années 60. Curieusement, cette étude non plus n'avait jamais été complètement analysée. Encore une fois, même résultat. L'étude a révélé que les hommes qui remplaçaient les gras saturés par des huiles polyinsaturées riches en oméga 6 réduisaient leur cholestérol, mais ils étaient également plus susceptibles de mourir beaucoup plus jeunes. Encore une fois, la conclusion de l'étude se lit comme suit. La recommandation de remplacer les gras saturés par des acides gras polyinsaturés est un élément clé des directives alimentaires mondiales pour la réduction du risque de maladies cardiaques. Cependant, les avantages cliniques d'une alimentation riche en acides gras polyinsaturés n'ont pas été établis. Dans cette étude, le remplacement des gras saturés par de l'acide linoléique a entraîné une augmentation des taux de mortalité toutes causes confondues. Une méta-analyse à jour des essais d'intervention sur l'acide linoléique n'a montré aucun bénéfice cardiovasculaire. Ces résultats pourraient avoir des conséquences importantes sur les conseils en matière de diététique du monde entier qui demandent de remplacer les gras saturés par de l'acide linoléique ou les acides gras polyinsaturés en général. Encore plus récemment, en juin 2020, une nouvelle étude affirme que l'on ne devrait plus limiter notre consommation de gras saturés car ceux-ci n'augmentent pas notre risque de maladie cardiaque. Le résumé de la nouvelle étude se lit comme suit. Les méta-analyses les plus récentes d'essais randomisés et d'études observationnelles n'ont trouvé aucun effet bénéfique de la réduction de l'apport en gras saturés sur les maladies cardiovasculaires et la mortalité en général, et ont plutôt démontré des effets protecteurs contre les AVC. Alors voilà, pendant que les preuves des bienfaits des gras saturés s'accumulent d'année en année, nous continuons quand même de consommer des huiles végétales malgré que celles-ci sont maintenant clairement associées aux problèmes d'obésité et de santé cardiovasculaire, et ce, partout sur la planète. Lorsque je conseille à mes clients d'éviter les huiles végétales, ils me répondent souvent qu'ils n'utilisent que de l'huile de canola, comme si celle-ci était une option plus santé. Je ne peux pas leur en vouloir de penser cela, l'industrie du canola met tout en œuvre pour présenter son produit comme étant bon pour le cœur et certains cardiologues aussi. Ils prétendent que l'huile de canola est riche en oméga 3. Et il y a un grain, je devrais dire une graine de vérité à cette affirmation. Mais le problème, c'est que l'oméga 3 est un autre gras polyinsaturé, ce qui signifie qu'il est facilement endommagé pendant l'extraction et encore plus lorsqu'il est exposé à la chaleur, ce qui fait que l'huile de canola est l'une des pires pour la cuisson. Contrairement à ce que l'on entend souvent dire à la télévision, les huiles dont le point de fumée est le plus élevé ont tendance à avoir les produits les plus oxydants lors de la cuisson. Une étude publiée dans le numéro de juin 2018 d'une revue scientifique intitulée « Évaluation des modifications chimiques et physiques de différentes huiles commerciales pendant la cuisson » a révélé que l'huile de canola était bel et bien la pire pour la cuisson. Celle-ci s'est classée parmi les huiles les moins stables et les plus susceptibles de produire ce qu'on appelle des composés polaires nocifs. Les composés polaires sont produits lorsqu'une huile se dégrade sous l'effet de la chaleur. Nous savons maintenant que ces composés sont nocifs pour la santé et qu'ils sont liés à des maladies telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Dans cette même étude, les auteurs notent qu'en plus des composés polaires, l'huile de canola a produit des taux très élevés de gras trans. Intéressant. Comme vous pouvez le constater, nous sommes une fois de plus confrontés aux conséquences dévastatrices des huiles végétales sur notre santé, un siècle après leur introduction en Amérique. Depuis les premiers essais cliniques dans lesquels on a découvert que le régime riche en huile végétale augmentait les risques de mortalité par cancer, aux découvertes plus récentes selon lesquelles elles contiennent des produits d'oxydation hautement toxiques, ces huiles transformées ont eu beaucoup d'impact sur notre santé.
Malgré tout, au cours du 20e siècle, leur utilisation a été plus répandue que tout autre produit alimentaire, car les experts nous recommandaient d'en manger plus, toujours plus. Depuis plus de 60 ans, on nous dit de consommer des huiles végétales au lieu des gras saturés. Ce conseil est basé sur la simple réalité que les huiles végétales abaissent le taux total de cholestérol. Le fait qu'elles créent également des produits toxiques d'oxydation lorsqu'elles sont chauffées et déclenchent des effets inflammatoires liés aux maladies cardiaques est, semble-t-il, moins important pour les spécialistes de la nutrition et les cardiologues. La plupart des gens ne se rendent pas compte que leurs conseils nutritionnels sont basés sur de vieilles croyances, ni que des grandes entreprises de production d'huile comestible ont versé des fonds à des institutions directrices réputées, telles que l'Association américaine du cœur, ainsi qu'aux écoles de médecine et de santé publique. Et bien que les scientifiques des grands fabricants de produits alimentaires comprennent peut-être les problèmes causés par les huiles non saturées, ils n'ont pas eu d'autre solution de travail en raison de la phobie qui règne encore face aux gras saturés. Tout le monde s'est donc fait avoir par le conseil d'utiliser des huiles végétales aussi bien dans la cuisine domestique qu'industrielle. Notre consommation est passée des gras saturés au début du 20e siècle aux huiles partiellement hydrogénées et pour finir aux huiles végétales. Celles-ci sont présentes dans la majorité de nos aliments, en passant par les préparations pour bébés jusqu'aux boissons protéinées préférées des personnes âgées. Nous avons donc involontairement été soumis à une série d'événements allant de l'élimination des gras animaux à la production d'aldéhydes dans nos aliments. La solution à ce problème est simple et évidente. Il faut cuisiner avec des gras saturés, stables à la cuisson, comme le gras saturé animal ou végétal, ou avec de l'huile d'olive, comme l'ont fait tous nos ancêtres à l'époque où une crise cardiaque était un événement d'une rareté exceptionnelle. De plus en plus d'experts aux États-Unis et en Europe nous conseillent de bannir toutes les huiles végétales. Pendant ce temps, ici au Québec, la majorité des nutritionnistes, des cardiologues ainsi que les émissions et les livres de cuisine nous recommandent de les utiliser. Et ne vous laissez pas avoir par ces belles publicités de margarine à l'huile d'olive ou d'avocat, car ces produits sont constitués de seulement 8% d'huile provenant de l'olive ou de l'avocat et de 84% d'huile de canola. Sur ce, merci beaucoup de votre écoute.